Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être restés ou venus pour assister à ces délibérations publiques du jury presse du syndicat de la critique française. Je me présente, je suis Franck Finance Madureira, je suis rédacteur en chef de French Mania, je suis journaliste pour Tétu et j'ai autour de moi mes deux partenaires de ce jury presse, Marie-Lou Duponchel qui travaille aux Inrocks et Renaud Barognan du Parisien. On va tout de suite commencer à parler des films, puisque, en fait, vous le savez, le but de cette petite réunion tous les trois, c'est de décider à quel film de la compétition nous allons remettre le prix de la presse, sachant qu'à la différence du grand jury du festival, nous n'avons qu'un prix à remettre. Donc il faut que nous soyons tous d'accord, évidemment. On va se concentrer, en fait, pour tout vous dire, on a un peu travaillé en amont. On va se concentrer sur les 4 films qui nous ont le plus plu. Sachant qu'il y a 2 films en plus, donc on va parler de 6 films au total. Il y a 2 films dont on avait envie de dire un mot, parce que je pense que ou l'un ou l'une ou l'autre a été particulièrement touché. Et je vais commencer par donner la parole à Renaud, qui avait envie de dire un petit mot du film de Stéphane Fraisse, Tu choisiras la vie. C'est un film qui moi je trouvais qui traitait d'un sujet pas facile, l'orthodoxie religieuse, et en plus une histoire d'amour, enfin de sentiments dans un contexte comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un film qui s'en tirait très bien dans la mesure où c'était presque strict par moments et ça déborde jamais. Il y a une espèce de... Oui, je trouve pas le mot, du coup je suis ému, mais c'est pas grave. Voilà, c'est presque rustre et ça déborde pas, voilà. Et moi j'ai bien aimé le film pour ça. Et dans le jeu des comédiens aussi, qui est vraiment assez juste et toujours en dessous et jamais au-dessus. Et voilà. Et bon, on n'a pas gardé ce film dans les 4 finaux parce qu'on avait quelques réserves. Marie-Lou, est-ce que tu veux faire part un peu de tes réserves par rapport à Tu choisiras la vie? Oui, alors moi j'entends ce que dit Renaud et la façon dont il... Ah pardon, excusez-moi. Donc je disais que je comprends très bien les arguments de Renaud. En effet, le film est travaillé comme ça par une espèce de pudeur constante. C'est un film qui parle d'amour interdit, donc qui comment dire, se refuse à laisser ses personnages aller dans l'élan dans lequel ils ont pu pourtant envie d'aller. Donc il y a des idées en effet, mais moi je trouve que le traitement est un peu trop lisse, au contraire, et j'ai l'impression que c'est justement un film qui est habité par des bonnes idées, mais que je vois un film fait d'idées, et donc je vois l'artifice, l'articulation et un peu le squelette du film, ce qui m'empêche d'être émue par cette histoire d'amour qui pourtant pouvait être très belle, quoi. Voilà. De la même façon, moi je trouve que le film effectivement a un traitement un peu plat. Je pense que je vois pas très bien le point de vue du cinéaste dans le film. J'ai l'impression que le film est raconté de façon un petit peu linéaire. Donc c'est aussi pour ça que moi j'avais mis un bémol au petit enthousiasme de Renaud. Et c'est pour ça qu'on l'a pas conservé dans les 4 dont nous allons parler juste après. Moi j'avais envie de parler du film que peut-être certains d'entre vous viennent de voir. Moi, j'ai trouvé le Amore Mio de Guillaume Guise, qui est un film que j'ai trouvé vraiment charmant. Il y a énormément d'idées de cinéma, il y a énormément d'idées de mise en scène. Je trouve qu'il y a quelque chose de très moderne dans la façon de raconter l'histoire. Et j'aime particulièrement l'écriture des personnages féminins qui me semble sortir un peu des moules habituels des personnages féminins de cet âge-là qu'on peut voir dans les films. Je trouve qu'il y a une vraie liberté dans l'écriture de ces personnages qui ne sont pas toujours forcément aimables, qui ne répondent pas toujours à ce qu'on attend des personnages féminins de 30-40 ans, et notamment dans les relations avec l'enfant, dans la façon dont elles gèrent l'une et l'autre leur vie. Je trouvais que c'était un peu... que l'originalité du film était là, et puis j'avoue que je suis particulièrement sensible à la relation entre ces 2 sœurs qui sont très cash, qui se disent les choses qu'elles ne se sont pas dites depuis longtemps. Et j'étais très touché par l'interprétation, notamment des 2 comédiennes, donc Élodie Bouchez et Alison Paradis.
Renaud, tu étais moins emballé par le film? Alors, ouais, moi, je t'entends aussi, hein, parce que j'ai trouvé le film quand même charmant et mignon, c'est vrai. Après, ce qui m'a gêné un peu plus, c'est que je trouve qu'il y a tous les défauts d'un premier film, notamment dans le format choisi, le cadrage et tout ça. Mais bon, c'est un premier film, hein, voilà. On espère que ça va s'améliorer. J'en suis sûr qu'il va s'améliorer. Et puis, vraiment, c'est pas un film raté du tout, hein, pour le coup, hein. Mais voilà. Et puis après, moi, sur l'interprétation, alors par politesse, je ne dirais pas, mais je trouve il y a une interprétation, ou même voire un personnage qui est plus fort que l'autre, et du coup il y a un déséquilibre, moi je trouve, et qui m'a un petit peu gêné. Mais sinon c'est un joli film quand même. Marie-Lou, je crois que tu n'étais pas insensible non plus au charme du film. Oui, moi je suis assez d'accord avec, avec ton avis, Franck. Et en même temps, je rejoins aussi les réserves de Renaud, c'est-à-dire que c'est un premier film, comme tu disais, avec beaucoup d'idées. C'est aussi un premier film dont la forme, c'est-à-dire ce format carré, cette mise en scène un peu heurtée, etc., une forme qu'on voit beaucoup dans les premiers films. Et donc, il peut en effet y avoir une espèce d'effet un peu de lassitude. Mais à l'intérieur de ce cadre familier, je trouve que le film quand même arrive à être plus surprenant qu'il n'y paraît. Moi, j'aime bien, par exemple, que ça commence comme un road movie, que finalement, qui s'interrompt finalement, qu'elle rentre à Paris, etc. Je pensais que le film allait vraiment emprunter l'itinéraire. Dérouler le trajet d'une traite Voilà. jusqu'au Et bout. je trouvais ça assez intéressant comme ça de l'interrompre. Et puis, oui, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux comédiennes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un film de deuil, mais je crois que ce qui me touche le plus dans le film, c'est l'histoire de ces retrouvailles en fait entre ces deux sœurs. Et donc sur ce point-là, je trouve le film réussi et charmant aussi. Voilà. Nous avons donc évacué ces deux films à regret, mais sachant que, comme je vous le disais, il y a 4 films dont on a vraiment envie de parler, qui sont un peu nos 4 coups de cœur du festival, alors à des degrés divers selon nos avis respectifs. On va commencer par parler on va les prendre dans l'ordre en fait, dans lesquels on les a vus, ces 4 films. On va commencer par parler du film Arca, donc ce film qui se passe en Tunisie, avec cet acteur donc Adam Bessa qui est quand même très très marquant, film qui a eu donc le prix d'interprétation à Un certain regard à Cannes pour le comédien principal. Et je crois que c'est un coup de cœur unanime du jury. Marie-Lou? Oui, moi je trouve le film vraiment extrêmement impressionnant, formellement. C'est intéressant de savoir que Lotfi Nathan, en fait, c'est un cinéaste américain d'origine égyptienne qui filme la Tunisie. Donc c'est un film qui parle du printemps arabe, de la Tunisie et du monde arabe des années 2010, de ce moment de révolte. Et c'est un film qui est traversé justement par des genres assez différents. C'est-à-dire que c'est à la fois vraiment un vrai film noir. C'est-à-dire dès le départ, on sent l'engrenage, on sent que ce personnage va perdre pied. Ce film noir est mêlé à quelque chose plus lié à une forme de chronique sociale. Et ce qui est très fort en fait dans le film, c'est qu'une grande partie de la mise en scène repose sur le corps du comédien, qui est vraiment le moteur de ce film. C'est vraiment un corps qui est sans cesse en mouvement, qui est tout le temps dans une forme un peu d'intranquillité, et puis même il y a quelque chose d'inconfortable, quoi. Il y a une scène où on le voit dormir au sol, comme ça. Et donc c'est un personnage qui est jamais dans la psychologie, qui est vraiment comme ça, très, très brut. Et le film a aussi ce même élan, comme ça, cette espèce de sécheresse qui est aussi traversée par un souffle lyrique. Il y a presque un peu romantique. Du coup, ça fait de ce personnage un peu une icône. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça. Moi, ça m'a fait penser à Taxi Driver. Je trouve qu'il y a dans cette espèce de personnage un peu opaque et en même temps transparent. Enfin, voilà, je trouve le film vraiment brillant, et j'aime beaucoup aussi la voix off du film, qui est la voix off de la petite sœur, qui est une voix off qui vient du futur et qui du coup dépose sur le film quelque chose d'encore plus tragique. Enfin, voilà, je trouve ça très beau.
C'est vrai que de mon côté, je suis effectivement très sensible à l'esthétique du film. Je trouve que les plans sont assez sublimes et jamais vains, puisque, comme tu le disais, on travaille aussi beaucoup aussi le motif de l'enfermement. Tu parlais de Taxi Driver. Effectivement, il y a cet enfermement de fait, mais le héros d'Arca est complètement enfermé. Et il y a beaucoup de scènes qui parlent de la façon dont il va essayer de s'échapper de cet enfermement. Alors, ça peut être évoqué par la mer, qui peut donner une sensation de liberté quand il va y plonger, mais qui, quelque part, est tellement infini que c'est aussi un mur d'une façon qui l'enferme et qui le fait retourner toujours sur le bord. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses dans le film, et effectivement, l'acteur que vous avez eu le plaisir de rencontrer, puisqu'il est venu accompagner le film, est quand même dépositaire de quelque chose de très très fort dans le film, et son personnage, la façon dont il réagit, enfin, cette espèce de colère qui va monter, qui va être d'abord sourde et qui va ensuite s'exprimer de la pire des manières, puisque cette colère va se retourner contre lui dans une fin symbolique et tragique. Je trouve que c'est vraiment très très fort. Renaud ? Alors oui, pour rebondir sur ce que disait Marie-Lou, le côté film noir, il y a une tension absolument incroyable de la première seconde à la dernière qui prend aux tripes sans arrêt. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que c'est un film qui est centré sur un personnage, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps, il incarne sans cesse la souffrance de tout un peuple. Et ça revient comme ça, on le voit, et puis il est même rattrapé par l'actualité, puisque le jour où le film a été projeté, il y a eu des problèmes en Tunisie à nouveau. C'est la déception de cette post-révolution arabe. Et tout ça, il l'incarne, et il y a plein de petits indices comme ça qui montrent qu'en fait, oui, il symbolise tout son peuple, et ça, c'est fort. Voilà. D'autant que, comme vous disiez tous les deux, il y a cet acteur d'une puissance dingue qui l'incarne, et alors, vraiment il est formidable. Voilà. On a presque l'impression que l'acteur est autant auteur du film que le cinéaste. Il y a quelque chose un peu comme ça, je trouve. Sachant qu'il est né dans la région niçoise, qu'il n'a jamais vécu en Tunisie, qu'il a vraiment été... Je crois qu'il a de la famille là-bas. Oui, ouais. Mais enfin, vraiment, il a été vivre un moment d'immersion avant pour se mettre vraiment dans les conditions et pour comprendre un peu cette après-révolution et s'en imprégner. Mais c'est vrai que l'interprétation est particulièrement remarquable. Peut-être que le jury, qui lui a le droit de donner des prix d'interprétation, y songera. On va enchaîner, Renaud, je vais te laisser la parole parce que je crois que c'est vraiment un de tes gros coups de cœur. On va enchaîner avec le film ukrainien Butterfly Vision. Je te laisse en parler. D'accord. Alors, Butterfly Vision, c'est à la fois un film de guerre, oui, c'est un film et un portrait de femme. Et là aussi, j'ai envie de dire quelque part, moi, j'avais jamais vu. D'abord, ça parle de quelque chose dont on parle pas souvent dans les films de guerre ou sur des conflits, c'est ceux qui ont été prisonniers et qui reviennent. Et donc au début, on a l'impression que c'est fait exprès, c'est très bien réalisé pour ça, qu'elle revient et que tout va bien, parce que chouette, elle revient en fait, et petit à petit, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les tortures, tout ce qu'elle a vécu apparaissent. Et c'est fait, moi je trouve, c'est un premier film, par ce jeune cinéaste ukrainien, de manière très très fine. En même temps, il joue avec les images, c'est-à-dire qu'on ne nous fait pas le coup des mauvais flashbacks, des mauvais souvenirs. Il pixelise, il joue avec l'univers du jeu vidéo dans les souvenirs. Il craque comme ça l'image qui représente son cerveau à elle qui craque. Et voilà. Alors ça, c'est d'une actualité brûlante aussi, puisque ça nous parle du Donbass et on sait ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Donc c'est vraiment un film portée par cette comédienne. Moi, elle m'a scié, franchement, parce qu'elle surjoue jamais, et parfois il y a même des moments où on a l'impression qu'elle joue pas alors qu'elle joue, mais elle fait passer des choses avec cette espèce d'absence de douleur intériorisée. C'est dingue. Et voilà, c'est un film très puissant sur quelque chose
de très actuel qu'on vit, qui est à nos portes, hein. Et je trouve que c'est une démonstration et puis de mise en scène aussi, et parce qu'il a plein d'idées, hein, ces images aériennes, tout ça, le déroulé, le montage, voilà. Donc ouais, je trouve, oui, c'est très puissant et très touchant, voilà. Je suis très sensible à la mise en scène, effectivement. Je trouve qu'il y a vraiment plein d'idées. C'est très, très créatif en termes de mise en image. Je suis aussi également très sensible à l'écriture du personnage féminin, qui est un personnage qui a le droit de se tromper, qui a le droit de changer d'avis aussi. Je trouve que l'actrice est assez incroyable. Après, moi, j'ai peut-être plus de réserves sur l'écriture globale du film. Je pense qu'il y a peut-être quelques longueurs, il y a peut-être quelques temps morts, peut-être quelques moments en trop. Mais c'est vrai qu'inconditionnellement, le film a une puissance dingue. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça se passe encore aujourd'hui même, en ce moment même, à nos portes. Oui, moi je trouve le film important. Enfin, je trouve que c'est vraiment important que le film existe. Je trouve aussi que c'est un film plein d'inventivité, que c'est écrit de manière intelligente. Après, j'ai quelques réserves. J'en ai une sur le dispositif employé, c'est-à-dire le surgissement de ces images pixelisées qui représentent un peu les images de drone qu'elle doit tourner quand elle travaille. Je trouve que l'idée est vraiment très belle, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que ces images numériques deviennent une espèce de substitut de sa mémoire. Donc c'est une réflexion hyper contemporaine, je trouve, sur la manière dont les images qui nous entourent peuvent tout d'un coup servir un peu de pansement, ou servir en tout cas à refouler quelque chose. Mais au bout d'un moment, le dispositif me paraît un peu artificiel dans la progression du film, même si, encore une fois, l'idée est très forte. J'aime beaucoup le personnage féminin, je trouve l'actrice très bien. J'aime beaucoup que ce soit, que ce soit un personnage qui réagisse pas beaucoup, qui n'est pas dans l'expression de sa douleur et de sa souffrance, alors que les gens autour d'elle ne cessent de s'énerver, de pleurer. Il y a sa mère, il y a son copain, etc. Et j'aime beaucoup qu'elle prenne des décisions qui sont complètement... mal vu. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'une morale sur le film, et le fait que le cinéaste soit autant du côté de son personnage féminin, affirme autant ses décisions à elle, sa décision de ne pas vivre cette maternité, mais tout en gardant l'enfant, la décision finalement de retourner travailler, etc. Je trouve que du coup, ça fait un personnage vraiment très fort, féministe, quoi. Donc voilà, et peut-être que la seule chose aussi qui m'a un peu manqué, on parlait de Arca et de la manière dont le film nous procurait comme ça une espèce nous happe, quoi, par ce personnage masculin. Là, dans le Butterfly Vision, j'aurais aimé être encore plus avec elle. Voilà, j'ai l'impression que les personnages sont un peu tous filmés avec cette même distance et retenue, ce qui est très beau, mais j'avais peut-être envie d'être encore plus près d'elle. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on attend avec impatience le prochain film de Maxime Nakонechny, sachant qu'il nous a évoqué le fait qu'il allait écrire une vraie comédie. Donc je pense que c'est aussi peut-être le moment pour lui, en ce moment, de se plonger dans l'écriture de cette comédie et d'envisager le tournage très rapidement. On lui souhaite en tout cas. On va enchaîner avec l'avant-dernier film dont nous souhaitions parler, qui est un film donc franco-portugais qui s'appelle Almaviva, que pour ma part j'ai vraiment trouvé assez sublime. J'aime beaucoup l'idée de la tragicomédie, d'un film qui n'évoque quasiment que des éléments tragiques, puisqu'on est aussi dans un film de deuil, puisque toute la narration du film repose sur cette période de deuil entre la mort de cette grand-mère et son enterrement. J'aime beaucoup la façon dont le film joue avec l'humour aussi, parce que l'humour est extrêmement présent, avec toujours une forme de décalage. Et puis la façon dont le sujet de la spiritualité, puisqu'on est vraiment dans
dans toutes des histoires de sorcellerie, de superstitions qui se transmettent, de grand-mère en petite fille en l'occurrence. Et je trouve ça assez drôle d'utiliser tout ce matériau-là pour en faire en fait juste le réceptacle des petites jalouseries entre voisins, des histoires de voisinage qui ont mal tourné. Alors on croit comprendre qu'une des grand-mères avait volé dans le temps le mari de sa voisine et que la blessure n'est pas refermée. Mais voilà, on assiste quand même à un petit théâtre comme ça qui se met en place de jalousie. On voit aussi ce qu'on appelle les Français qui vivent en France et qui ont gagné un peu plus d'argent et qui viennent se faire construire une piscine dans leur résidence portugaise. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, sur le ton de la comédie. Et en même temps, le film a une vraie puissance tragique, une vraie puissance d'évocation à travers ce personnage de petite fille qui est vraiment notre porte d'entrée, qui nous tient par la main du début à la fin du film, qui est un peu un cœur pur au milieu de toutes ces tensions, de tous ces ressentiments, de tous ces problèmes familiaux qui réapparaissent toujours quand le patriarche ou la matriarche disparaît. Et je trouve que le film nous embarque comme ça, presque à la manière d'un Kusturica, dans une espèce de tourbillon dont on se remet assez difficilement. Moi, je vous avoue que ça faisait très longtemps que je n'avais pas éclaté en sanglots et éclaté de rire pendant la même scène. Rien que pour ça, moi, ce film m'a fait un bien fou et je l'ai trouvé d'une force incroyable. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Lou et puis on finira avec Renaud qui est un peu plus réservé que nous. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis du film. C'est un film qui parle effectivement d'héritage, de legs, est-ce que c'est un poids, est-ce que c'est un cadeau. Ce qui est assez émouvant, c'est de savoir que la petite fille qu'on voit dans le film est la fille de la cinéaste. Je trouve que ça renforce comme ça l'impact émotionnel du film. Et oui, en effet, c'est un film qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement émouvant et qui est très virtuose dans sa manière de passer d'un genre à l'autre et qui prend en plus un récit, on va dire, assez classique, qui est celui du récit d'apprentissage d'une petite fille, mais d'un récit d'apprentissage qui est court-circuité constamment par soit de la drôlerie, de la bizarrerie, quelque chose lié, comme tu disais, à des histoires de sorcellerie, de contes, de sorcières. Donc vraiment, je trouve le film très habile. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans le film, ce qui m'émeut beaucoup, c'est le lien entre les femmes et la manière dont les femmes sont filmées dans ce film, la manière dont la grand-mère est filmée. Il y a une scène de nudité où on la voit, etc. Je trouve qu'on ne voit pas assez ce type d'image au cinéma et que c'est réjouissant de voir d'autres corps comme ça à l'écran. Et puis, non, mais sur l'émotion, je te rejoins complètement. Je trouve ça beau de voir un film qui assume autant l'efficacité de son émotion sans être dans une posture, il y a une espèce de geste comme ça, de partage qui rend le film très émouvant. Le méchant maintenant, Renaud. Alors, pardon. Moi, ça marche. Avant les réserves, quand même, moi j'ai été impressionné quand même par une chose, c'est le réalisme criant du film. On dirait que, je ne sais pas comment elle a fait son casting, etc., mais on dirait que ça ressemble à un casting sauvage fait dans le village et que c'est quasi documentaire, quoi, pour moi, par moment. Je pense qu'il y a de ça parce qu'ils sont tellement. Mais voilà, et ça pour le coup, j'avais vraiment l'impression de voir qu'ils avaient été pris là, en bas de chez eux. Ça c'est étonnant. Après, moi, les réserves, c'est plus compliqué d'en parler en public parce qu'elles sont plus personnelles, familiales de ma part. Moi, les histoires de superstition et tout ça voilà. De superstition catholique, là, je précise parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je trouve qu'elle va, justement, tu parlais de tragique, et moi, je trouve qu'elle va trop loin dans le tragique et qu'elle nous donne pas la suite. C'est-à-dire qu'en fait, que le tragique, comme ça, la superstition dans le tragique, les croyances, ça peut influer sur des vies. Parfois, on peut rendre sa vie tragique
parce qu'on pense comme ça, parce qu'on pense que tout est dirigé là par des forces divines, hein, ou diaboliques en l'occurrence, et ça m'a beaucoup gênée parce que je trouve qu'il n'y a pas de distance avec ça. On nous balance ça et débrouille-toi avec, et moi je m'en débrouille mal personnellement, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de réserves. Ouais, Voilà. c'est Voilà. là où on n'a vraiment pas la même perception, parce que moi je pense que justement elle prend beaucoup de distance avec ça, et le fait qu'on en finisse par jeter des cailloux, enfin vraiment on comprend que ces superstitions servent avant tout les intérêts des uns et des autres dans leur combat du quotidien, et ne sont pas crues à mon avis ni plus par les uns ou par les autres, et en tout cas les jeunes générations ils sont peut-être moins sensibles. J'espère. Donc, si ça peut te rassurer, à mon avis, c'est quelque chose qui va à terme un peu disparaître. Mais je sais pas à travers le personnage de la petite fille, en fait, parce qu'on la met tellement. Oui, mais manger une tête de poulet, et enfin, tu vois, mais qu'est-ce qui et quoi plus tard, quoi, quelque part, c'est peut-être elle la plus forte, parce que elle comprend tout ça, et en même temps, elle se positionne dans quelque chose de très réconfortant pour les uns et les autres, en fait. Elle agit un peu comme un objet de réconfort, de tendresse. C'est elle qui apaise toutes les situations, qui est toujours en position de faire le lien entre les uns et les autres, de faire que les choses s'adoucissent, que les relations essaient de s'apaiser entre les uns et les autres. Et j'aime bien cette idée, justement, que celle qui représente l'avenir représente la façon dont tout le monde va petit à petit s'entendre au-delà des fausses ou vraies considérations de superstition et de mythologie. C'est vraiment celle qui a un regard lucide sur les choses, sur le monde, quoi. Et moi, je trouve que c'est traité avec beaucoup presque de l'ironie, quoi. Parfois, il y a quelque chose. Elle rend un peu risible toutes ces histoires de sorcellerie, tout en y étant attachée. Parce que Franck parlait de la figure de la sorcière, et là encore, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la manière dont la cinéaste réhabilite encore une fois cette figure de la sorcière, qui est une figure hyper contemporaine aujourd'hui, une icône aussi féministe, etc. Donc elle est vraiment, c'est très nuancé, et voilà. Mais et puis je pense que c'est pas tant, enfin le film parle au-delà des superstitions, etc. C'est vraiment un film sur la croyance, mais qui dépasse le cadre divin, etc. Enfin, je pense que c'est lié au regard de l'enfance. Enfin, voilà. Du coup, je pense qu'il y a vraiment une distance. On va terminer avec, puisqu'on a pris dans l'ordre, avec le film que nous avons découvert ce matin, et j'imagine que vous aussi, Nos Soleils, film espagnol. Film espagnol catalan, oui, effectivement, en langue catalane, de Carla Simón, qui a déjà été récompensé par l'Ours d'Or à Berlin en février dernier, et qui devrait sortir sur les écrans, je crois, en janvier prochain. Marie-Lou, tu veux commencer à parler de Nos Soleils ? Oui. Je trouve le film vraiment magnifique. C'est un film qui n'est pas sans lien avec Almagiva. C'est un film aussi qui parle d'extinction. Donc, en l'occurrence ici, le monde paysan, le monde de ces agriculteurs qui vivent en vendant leurs fruits. Et donc c'est à la fois un film sur l'extinction d'un monde, et c'est aussi un film c'est un film de roman d'apprentissage là aussi, mais qui est accordé à tous les personnages. C'est-à-dire que tous les personnages vont dans ce film vivre l'expérience de la perte. Donc c'est à la fois les jeunes enfants qu'on voit au début, le grand-père, les parents, etc. Et ce que je trouve assez saisissant dans le film, c'est la manière dont la cinéaste arrive à filmer tous ces personnages en leur donnant une vraie consistance. Et on a moi, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que j'ai l'impression que c'est une cinéaste qui a une espèce de connaissance comme ça extrêmement précise sur tous ces âges de la vie. Je trouve le film vraiment très virtuose dans cette forme de chronique, hein, qui est quand même quelque chose plutôt du côté du quotidien, de la banalité du quotidien, etc., de sa beauté, de sa poésie aussi. Mais voilà, donc une forme, on va dire, un peu plus... comment dire, pas petite, mais en tout cas qui cherche pas comme ça à impressionner. C'est vraiment un film qui est constamment
traversées par des idées de mise en scène, mais qui sont très délicates, quoi. Et l'écriture des personnages est pareille. Et puis, moi, le film m'a vraiment laissé un grand sentiment de mélancolie, parce que on voit ces paysages, on voit ces personnages qui s'aiment, qui parfois se disputent, etc., avec la conscience d'une fin. Donc tout d'un coup, ça dépose sur chaque image quelque chose vraiment d'extrêmement mélancolique. Donc voilà, je trouve les films vraiment très beaux et très impressionnants. Pour ma part, j'ai passé 2 heures absolument incroyables ce matin. Je me suis senti accueilli dans une famille qui m'ouvrait ses portes et j'avais l'impression d'en faire partie. Ce que j'aime particulièrement dans le travail de la cinéaste, c'est que chaque personnage existe et ils sont nombreux. Parce qu'il y a toutes les générations sont représentées, des tout petits jusqu'aux plus âgés. Chacun exprime, ressent les choses à sa façon. Je trouve que rien n'est appuyé, il n'y a pas de scène démonstrative. Je trouve que toutes les choses sont évoquées très subtilement, parfois en arrière-plan, parfois sur une micro-scène qui va durer quelques secondes. Je trouve que c'est d'une intelligence de réalisation absolument incroyable. Tous les acteurs, pareil, enfin, il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être même pas une ligne de dialogue, mais qui ont une présence, et tout le monde existe. Je trouve que le film est vraiment très très fort. Et effectivement, il adopte ce ton que moi j'aime particulièrement, qui est celui de la chronique, où il n'y a pas de gros événements, alors que le film nous raconte un monde qui change, un monde qui bascule, mais d'une façon douce, parce que le monde bascule, mais il ne bascule jamais d'un instant T à un instant T1, quoi. Il bascule, mais c'est quelque chose de très très long, de très très lent, et que les gens apprennent à accepter finalement petit à petit. Et ça, je trouve qu'on le ressent dans cette durée du film, où en même temps on ne s'ennuie pas, mais en même temps on est vraiment à leur côté. On a l'impression nous aussi de s'habituer à l'idée que le monde change. Et je trouve que le film a une puissance incroyable. Ah oui, alors Nos Soleils, moi c'est mon soleil de la sélection. Alors moi ce que j'ai aimé beaucoup, c'est il y a un thème central qui est effectivement la fin d'un monde et la fin d'un monde paysan, mais elle brasse plein d'autres choses autour, la paternité, la fraternité, la vieillesse, la pureté de l'enfance, les différences générationnelles, les rivalités familiales, de voisinage, il y a les thèmes économiques aussi, enfin, il y a plein de choses, et toujours, comme la même manière qu'elle traite les personnages, toutes les choses sont abordées, jamais effleurées, et elle arrive à faire tout ça en même temps en 2 heures, c'est sidérant. Je me suis fait une réflexion, alors pour le coup, pendant le film aussi, c'est un moment, je me suis dit, c'est dingue qu'elle arrive, ce que tu disais, je ne sais plus dans lequel vous disiez ça tout à l'heure, parce qu'elle arrive à capter aussi bien des enfants que des adolescents. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, elle capte rien du tout, c'est pas un documentaire. Elle l'a écrit, elle le dirige, elle le met en scène, et pour moi, c'est un travail de très grande cinéaste. Voilà, j'ai été ébloui par le film, ébloui. Je crois que nous tenons notre temps de 40 minutes qui était alloué à cette discussion. Et je dirais peut-être pour la forme, on va voter chacun notre tour. Marie-Lou ? Je vote pour Nos Soleils de Carla Simone. Nos Soleils de Carla Simone, pardon. Renaud ? Nos Soleils de Carla Simone. Nos Soleils de Carla Simone, à l'unanimité, sera le prix de la presse pour cette édition du Festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup d'être venus nous écouter. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, essayez de voir le film quand il sortira, et puis parlez-en autour de vous, et puis partagez vos enthousiasmes du cinéma pour faire en sorte que les salles retrouvent la belle vivacité qui leur manque en ce moment. Merci beaucoup. Merci.